Il est le 198e pape de l'Église catholique et le 4e pape d'Avignon. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Clément VI, un pape français dont le nom de naissance est Pierre Roger. Né à Saint-Julien-Maumont, en Corrèze, en 1291, issu d'une famille de chevaliers, il entreprit une remarquable carrière ecclésiastique au service du roi de France, Philippe VI de Valois, dont il était l'homme de confiance. C'est en partie grâce à l'appui du roi et à sa pression exercée auprès du Sacré Collège qu'il fut élu pape en mai 1342 à l'âge de 51 ans. Très sûr de lui et un tantinet orgueilleux, il déclara, sitôt monté sur le trône de Pierre, « Nos prédécesseurs ne surent pas être papes. » En ce sens, il fut à l'opposé de l'ascétique Benoît XII auquel il succéda, à tel point qu'on lui attribua le surnom de Clément VI le Magnifique. Et le règne de ce pontife érudit, excellent diplomate, doublé d'un galant homme, fut flamboyant. Il fut même certainement le plus brillant des papes d'Avignon, et il transforma l'Église, même s'il ne régna que 10 ans. L'historien Yves Renoir, disparu en 1965, était un spécialiste reconnu de l'histoire des papes d'Avignon et de l'histoire ecclésiastique du Moyen-Âge. Jugeant le pontificat de Clément VI, il résume bien ce que fut ce pape qui se consacra toute sa vie à l'avenir de l'Église et ambitionnait, sitôt installé sur le trône apostolique, de planter dans l'Église un tel rosier des gens de notre nation qu'après 100 ans, il eut encore des racines et des boutons. Sa brillante intelligence, écrit Renoir, mais aussi sa clarté d'esprit, son éloquence, son affabilité, son courage, que la peste de 1348 lui donna l'occasion de révéler, ses connaissances théologiques et juridiques, son expérience politique, son habileté diplomatique, font de Clément VI un des hommes les mieux doués, les plus complets et les plus remarquables de sa génération. Durant son pontificat, par son entremise, la province du Dauphiné fut rattachée à la France. Des croisades, dites croisades smyrniotes, furent envoyées contre l'émirat d'Aïdin à la frontière turque afin de s'emparer de la ville de Smyrne. La reine Jeanne, comtesse de Provence, fut lavée par l'Église de tout soupçon dans l'assassinat de son premier époux, André de Hongrie, et elle reçut 80 000 florins pour céder la ville d'Avignon au souverain pontife, et le grand astrologue Jean de Murs fut chargé de réformer le calendrier. Clément VI s'efforça également, son succès, de ramener la paix entre la France et l'Angleterre, mais il ne put empêcher que le conflit entre les deux nations chrétiennes ne se transforme en guerre de 100 ans. Clément VI, c'est aussi et surtout le pape de la construction fastueuse du Palais des Papes, à laquelle participèrent de nombreux artistes, dont l'architecte Jean de Loubière, un Palais des Papes qui fait encore l'admiration des touristes du monde entier. C'est à travers quelques épisodes anecdotiques et cocasses de son règne que je voudrais évoquer pour vous aujourd'hui ce grand pape flamboyant et facétieux. Première époque, les dames de la famille. Dès
qu'il prit possession du palais pontifical d'Avignon, au lendemain de son couronnement fastueux, celui-ci allait subir une invasion des plus singulières, celle de nombreuses jeunes femmes fort jolies. Elles étaient charmantes, mais dépensaient beaucoup d'argent. C'est le moins que l'on puisse dire. Certaines étaient parentes du nouveau pape, que ce soit sa sœur, Guillemette de la Jugie, ou ses nièces, Élise de Valentinois, Delphine de la Roche, et surtout Aliénor de Turenne. D'autres se disaient parentes, à des degrés divers. Puis vinrent les amis des unes et des autres, et les amis des amis, etc. Dans les contes du palais, on retrouve la rubrique Dames de la famille du pape. Il faut dire que Clément VI appréciait cette présence féminine, et les femmes surent très vite profiter de sa grande générosité. Sous son pontificat, le palais se féminisa et brilla d'un tel éclat qu'on comparera plus tard Clément VI à nos grands rois, François Ier et Louis XIV. Dans ses appartements, rapporte le chroniqueur Florentin Villani, circulaient les grandes dames, de même que les prélats, et parmi elles, la comtesse de Turenne eut tellement sa faveur qu'une grande partie des grâces s'obtenait par son entremise. Était-il malade? Les dames le servaient et gouvernaient les ordres séculiers en tant que sépararentes. L'histoire d'Aliénor de Turenne est à cet égard assez étonnante. Elle était la troisième fille du comte Bertrand VIII de Comminges. Le pape, qui goûtait beaucoup les charmes et la beauté de la jeune fille de 16 ans à peine, ne pouvant pas, évidemment, lui demander sa main, eut l'idée géniale de lui faire épouser Guillaume Roger de Beaufort. Guillaume, qui était son propre neveu, avait 17 ans et était très mignon. Le mariage eut lieu à la fin de l'année 1349. Clément VI était ravi de cette union, car à travers son neveu, il avait l'impression de devenir un peu le bienheureux époux de la belle. En janvier 1650, il écrivit à sa nouvelle nièce: « Hâte-toi, ma fille, de te mettre en route. Hâte-toi le plus rapidement possible, car nous désirons te voir, mus par une affection paternelle. » Cette affection ne pouvait vraiment être que paternelle, car Clément avait à présent 59 ans et souffrait de la gravelle. Le jeune couple s'installera dans un hôtel situé à Villeneuve-les-Avignon. Ils furent comblés de bienfaits. La naissance de la première fille, Jeanne, fut l'occasion de dépenses considérables. Le roi de France, Jean le Bon, assista à son baptême, et Clément VI, tout heureux de cette nouvelle nièce, qui fit ses premiers pas dans le palais pontifical, eh bien, Clément VI était aux anges. Mais le bon pape ne pouvait pas imaginer que, dans quelques années, allait naître dans cette famille avec laquelle il s'était montré si généreux, un garçon prénommé Raymond, qui allait faire trembler la papauté sous le règne de ses successeurs. Deuxième époque. Il arrive par ici, il arrivera par là. Charles VI, en ce mois d'avril 1343, après sa sieste,
Clément VI quitta donc Avignon, accompagné d'une multitude de cardinaux, prélats et dames de la famille, pour aller dîner chez le cardinal Annibal de Ceccano. Ce n'était pas une partie de plaisir pour le cardinal que de recevoir un hôte de cette importance. Il fallait que le festin et la décoration soient proches de la perfection. Encore tout troublé par les préparatifs considérables qu'il avait entrepris, le cardinal avait naturellement prévu d'attendre le pape à la grande porte pour le mener ensuite à la chapelle. Revêtu de ses plus riches vêtements, il attendait, entouré de 20 chapelains, aux somptueux ornements, avec roi en tête, pour la procession. Il attendait. Il attendait, comme ma sœur Anne. Mais personne à l'horizon, et la tension commença à monter. Soudain, quelqu'un s'écria: Monseigneur, ils arrivent par la porte du jardin. Ce cri jeta la confusion la plus totale dans la belle ordonnance. Mais non, affirma un chapelain, j'aperçois un nuage de poussière, ils arrivent par la grande porte. Ah, l'affolement était à son comble, chacun disant: il arrive par ici, non, il arrive par là. Et voilà que, de tous côtés, on court, on va, on revient en quête de sa sainteté que l'on croit voir arriver partout. On pense au furet de la célèbre comptine. Il est passé par ici, il repassera par là. Et finalement, Clément VI entra, au moment où on l'attendait le moins, par une petite porte de côté donnant sur le jardin. Et il s'amusa beaucoup des visages décomposés et de l'affolement du cardinal et de son entourage. Celui-ci, retrouvant ses esprits et ses couleurs, s'épongea le front et conduisit aussitôt le pape dans la chapelle pour faire oraison. Troisième époque. Clément VI et les chevaux de bois. Malgré les ratés de l'accueil, ce soir d'avril 1343, le festin fut à la hauteur du magnifique. Je vous rappelle que c'est le surnom qu'on lui attribuait. Il n'y eut pas moins de 9 services de 3 plats, avec, après chaque service, des festivités innombrables ponctuées par l'éclat des cuivres. Au 7e service, l'on fit entrer 10 cavaliers en armes. Le premier portant la bannière d'Annibal de Ceccano. Puis, pendant 1 heure, ils firent tournoi les uns contre les autres. Qu'on se rassure toutefois, les cavaliers ne montaient pas de vrais chevaux, mais portaient leurs chevaux faits de bois et de draperie autour de la ceinture, tels ces chevaux frus qui accompagnent encore aujourd'hui la fête-Dieu d'Aix-en-Provence. Le spectacle souleva l'hilarité du pape, ce qui n'était pas, en fait, l'effet escompté. Mais peu importe, puisque Clément VI s'amusait comme un enfant. Le vainqueur fut un cavalier dont les armes étaient à la croix de gueule sur champ d'or. Le vin qui coulait à flots et venait de Beaune, de Saint-Pourçain et de la vallée du Rhin ajoutait encore à la joie papale. À la fin de ce repas mémorable, Clément, qui riait toujours, demanda qu'on lui réservât l'un de ses chevaux de bois pour le placer dans sa chambre au palais pontifical. Puis, il alla se reposer. Et après un bon somme, ayant retrouvé son sérieux, il alla dire des vêpres solennelles et, en fin de journée,
monta sur son cheval, qui lui n'était pas de bois, pour aller se coucher dans son palais de Pont-aux-Sorgues, fort satisfait de sa journée. Quatrième époque. Clément VI et la peste noire. Au cours de l'été 1348, la grande pestilence arrive en Occident par la mer, probablement emmenée par des marins génois rentrant de la mer Noire et accostant à Marseille. Puis, comme poussée par un vent maléfique, elle remonta la vallée du Rhône. La peste noire, ou mort noire, est le nom donné à partir du XVIe siècle à la peste bubonique, l'un des fléaux les plus redoutés du Moyen Âge. Noir, pouvant faire référence à la mer Noire, mais devant être pris surtout au sens figuré, à savoir terrible, épouvantable. Elle se déplace à une vitesse formidable, 5 km par jour pendant le mois d'août. Clément VI, en la voyant arriver en Avignon, garde son sang-froid et fait montre d'une charité exemplaire envers les malades qui sont soignés quelquefois par ses propres médecins et reçoivent nourriture et toit. Mais toutes les mesures prises ne suffisent pas à arrêter la pandémie. Cela signifiait donc, dans les mentalités de l'époque, que la contamination était d'ordre spirituel. Alors, les processions pour implorer le ciel contre ce fléau se multiplièrent et la population se tourna de plus en plus vers des boucs émissaires. Il faut savoir que l'expression bouc émissaire, couramment employée, est d'origine religieuse. À l'époque de Moïse, les Hébreux expiaient leurs péchés en les faisant passer symboliquement dans un bouc, via un prêtre. L'animal était ensuite envoyé seul dans le désert afin d'être puni au nom des autres pécheurs. Les boucs émissaires, pour le peuple, en 1348, c'étaient tous ceux qu'ils jugeaient responsables d'une contamination morale. Les mendiants, les lépreux, les prostituées, les étrangers, les musulmans, et surtout ceux qu'elle considérait comme responsables de la mort du Christ, les Juifs, qui furent les premiers à être inquiétés. Clément VI, esprit large et ouvert, fit preuve d'une grande lucidité politique lorsque le peuple, cherchant un bouc émissaire, désigna en premier lieu les Juifs à la vindicte populaire. On raconte que lui que l'on disait hypocondriaque, au tout début de l'apparition de la peste, serait sorti un jour seul et incognito pour constater de visu l'état d'esprit de la population et, sans se faire reconnaître, aurait même pris la défense d'un négociant juif menacé par plusieurs hommes. Les jours suivants, il lança une excommunication contre tous ceux qui persécutaient les Juifs, car on passa bien vite des brimades à l'assassinat. Il déclara notamment, dans une bulle datée de juillet, que les chrétiens, qui attribuaient la peste aux Juifs, avaient été séduits par ce menteur, le démon, et que l'accusation odieuse d'empoisonnement des puits, avec les massacres qui l'avaient suivi, était une chose horrible. Cette mesure aura un effet réel et en sauvera un très grand nombre. Pourtant, quelques mois plus tard, à Strasbourg, 900 juifs
seront brûlés avant même que la peste ne se déclenche dans la ville. Les cimetières étant remplis, Clément VI acheta sur ses propres deniers, dit-on, un vaste terrain près de Notre-Dame des Miracles. En quelques mois, ce sont plus de 11 000 personnes qui y seront enterrées, et une chapelle, Notre-Dame de Champfleury, fut même érigée en cette circonstance. Parmi les victimes, Laure, la muse du poète Pétrarque, et son ami, le cardinal Giovanni Colonna. Clément VI estimera les pertes dues à la peste en Europe à 24 millions de disparus entre 1347 et 1352, sur une population de 75 millions, soit le tiers de l'Occident. À l'échelle actuelle, cela représenterait pour l'Union européenne 60 millions de morts en l'espace de 5 ans. L'économie moyenâgeuse s'en trouva radicalement bouleversée. Comme elle revint ensuite régulièrement, cette peste, tous les 8 ou 10 ans, elle finira par devenir aussi naturelle et inéluctable que les guerres ou le rythme des saisons. Et la société, notamment dans le milieu urbain, beaucoup plus touchée que dans les campagnes, s'adapta à cette nouvelle menace. Cinquième époque, Clément VI au bain de mer. Moins de 2 ans après son élection, Clément VI rencontre ses premiers problèmes de santé. Il commence à souffrir de la goutte, et la bonne chair et les bons vins, qui sont le quotidien du magnifique, ne sont pas étrangers à ces problèmes. C'est alors que l'un de ses médecins, Étienne Seguin, rédigea, après l'avoir examiné, une notification de traitement dans laquelle il préconisait des bains d'eau de mer pour la guérison du pied pontifical. Clément VI songea alors à se rendre aussitôt au Grau du Roi pour prendre des bains de mer. Clément VI au bain de mer. Oh, plus rien n'étonnait désormais l'entourage de ce pape novateur et facétieux. Le magnifique envisagea même d'apprendre à nager. Et aussitôt, des myriades de volontaires se présentèrent pour enseigner la natation au Saint-Père qui regrettait son ignorance en la matière. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut savoir que les êtres humains apprirent à nager, ou tout au moins à se déplacer dans l'eau, dès la préhistoire. D'abord pour survivre, car toute l'évolution du genre Homo s'est faite à la lisière des forêts et proche des points d'eau. Nager est devenu ensuite, dès l'Antiquité, l'art de nager. Les courses de natation se pratiquèrent déjà, même si elles ne figuraient pas au programme des Jeux olympiques de l'Antiquité. À Rome, des compétitions étaient organisées au Colisée, comme l'attestent de nombreuses mosaïques représentant des Romains plongeant et nageant la brasse. Mais, au Moyen-Âge, la natation était plus considérée comme une détente que comme un sport. C'est ainsi qu'après une dure journée de labeur, les paysans, par exemple, se rendaient à la rivière pour se délasser. Et par ailleurs, l'apprentissage de la natation, ce que l'on ignore généralement, faisait partie de la formation du chevalier comme l'équitation et le tir à l'arc. On sait aussi que Charlemagne
disposait d'une sorte de piscine à Aix-la-Chapelle, où il venait nager pour se détendre. Toutefois, il fallut attendre jusqu'en 1587 pour que soit publié un traité sur ce sujet, De arte natandi, l'art de la natation, d'un certain Everard Digny, théologien de l'université de Cambridge. Ce traité, en latin, est considéré comme le premier rédigé sur la pratique de la natation. Il était agrémenté d'une cinquantaine de gravures sur bois pour la démonstration pratique. Pour en revenir à Clément VI et à son projet de se rendre sur les bords de la Méditerranée, il apparut vite qu'un tel voyage était difficile à entreprendre, même si la distance entre Avignon et la mer n'excédait pas 90 kilomètres. Ces médecins l'en dissuadèrent donc, d'autant plus que nous étions en décembre. Une autre solution fut alors choisie. On fit appel à des porteurs d'eau qui firent un voyage de 3 jours, les 2, 11 et 17 décembre, pour rapporter l'eau de mer utile au traitement. On ne sait si cette thérapie fut efficace, mais ce qui est sûr, c'est que l'état de santé général du Magnifique se dégrada à partir de 1350. À la fin de l'automne 1351, il dut même s'aliter, ravagé par la fièvre et d'atroces souffrances. Il ne s'agissait pas de la peste, mais, d'après Guy de Cholac, le savant physicien de Montpellier appelé en consultation, de problèmes de calculs rénaux, des calculs qui provoquèrent de plus en plus souvent des abcès purulents. 6e époque. Peau de cerf et marbre de Carrare. En 1352, l'état de santé de Clément VI empira. Pétrarque en fut témoin, mais comme la plupart des proches du pape ne s'inquiètent pas outre mesure, comme le montre une lettre qu'il écrivit à son ami, le prieur des saints apôtres, dont voici un court extrait. J'ai besoin d'un exemplaire de Pline. J'ai laissé le mien à Vérone. Il n'y a que le pape qui l'ait ici. Il est malade. J'attends qu'il soit rétabli pour le lui demander. Mais Clément VI ne se rétablira pas, et en décembre, le 6, vers midi précisément, il expira d'une dernière crise aiguë de gravelle, appelée aujourd'hui lithiase urinaire. S'il n'eut pas le temps d'apprendre à nager, il eut le temps de prendre ses dernières dispositions avant de mourir et de renouveler son désir d'être inhumé dans l'abbatiale Saint-Robert à la Chaise-Dieu. Son linceul fut entouré d'une peau de cerf et son gisant, entièrement réalisé en marbre de Carrare, recouvert d'une couche d'or. Pourquoi une peau de cerf? À cause essentiellement de sa symbolique, le cerf personnifiant la douceur, la grâce, la sagesse et l'énergie du cœur. Le cerf est l'animal emblématique de l'énergie, de l'amour et de l'harmonie avec soi et les autres. Il était vénéré, et il continue d'ailleurs à l'être dans de nombreuses traditions, comme un symbole de régénération de la vie. Quant au marbre, symbole universel de luxe, de puissance et de pérennité, il fut constamment assimilé, depuis la Rome antique d'Auguste, au pouvoir tant religieux que profane. Le Magnifique repose dans un
sarcophage de marbre d'or. Le facétieux et généreux Clément VI fut incontestablement un pape réformateur, ou plus exactement transformateur, qui dessinera les grandes lignes d'une vision de la papauté, de sa place dans le monde et de ses rapports avec l'État à travers de très nombreux écrits, sermons et discours. Il esquissera une théorie de la monarchie pontificale qui inspirera un grand nombre de ses successeurs. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.